Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire de formation qui est organisé par la COPEP. Je suis Aline Drapeau, je suis la directrice de la communauté de pratique en épidémiologie psychosociale. La COPEP a été créée en 2013 par des chercheurs de l'Institut, Dr Richard Boyer, Lise Bergeron, Alain Lesage et Gilles Côté. C'est un regroupement de chercheurs qui sont intéressés par les aspects psychosociaux de la santé mentale. Alors, les objectifs principaux de la COPEP, c'est de promouvoir l'expertise des chercheurs québécois en épidémiologie psychosociale, de participer au développement d'approches et d'outils méthodologiques en épidémiologie psychosociale et surtout de favoriser le réseautage des chercheurs, des étudiants et du personnel de recherche de diverses institutions. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les activités antérieures de la COPEP à notre site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs séminaires de formation sur des thèmes variés et les présentations PowerPoint sont accessibles sur le site de la COPEP. Vous pouvez aussi adhérer gratuitement à la COPEP. Ce que ça va vous donner, c'est de pouvoir faire du réseautage avec des gens qui partagent les mêmes intérêts de recherche que vous, en épidémiologie psychosociale dans le sens très large du terme. Et ça va aussi vous permettre d'influer sur le choix des thèmes de nos séminaires de formation et même de présenter votre propre expertise dans ces séminaires-là. Ça peut vraiment être très intéressant et pour adhérer, c'est vraiment très simple. Vous remplissez un petit formulaire d'adhésion, vous nous le retournez et on gère le tout par la suite. Alors, le séminaire de formation qu'on vous offre aujourd'hui, ça porte sur les enquêtes en ligne. Comme vous le savez, les enquêtes en ligne, ça gagne en popularité pour deux raisons principales. C'est que ce sont des enquêtes qui sont, de façon générale, moins coûteuses que les stratégies d'enquête traditionnelles basées sur des entrevues par téléphone ou face à face. Et c'est aussi une stratégie qui permet de rejoindre des populations qui sont difficiles à rejoindre autrement ou qui ont tendance à ne pas participer aux recherches, par exemple les jeunes adultes. Le recrutement des participants en ligne et la collecte de données de recherche en ligne, ça soulève des difficultés très particulières et certaines personnes, des experts, ont trouvé des solutions à ces problèmes-là. Des solutions pour obtenir un échantillon qui est représentatif de la population qu'on ciblait et pour minimiser la non-réponse dans les questionnaires en ligne. Vous savez, on investit beaucoup d'énergie pour recruter des gens et c'est toujours un petit peu plate quand les gens acceptent de participer mais ne complètent pas le questionnaire au complet. Pour nous, c'est des données qui disparaissent, on ne peut pas les utiliser. Alors, les conférenciers qui participent au séminaire de formation d'aujourd'hui sont des spécialistes, des experts dans le domaine du recrutement en ligne et dans le domaine de la collecte des données en ligne. La première partie du séminaire va être consacrée au recrutement des participants en ligne. Chacun des conférenciers va avoir 30 minutes pour nous proposer des trucs et des astuces dans son domaine d'expertise. Et à l'intérieur de ces 30 minutes-là, il va y avoir 5 minutes ou plus, dépendant du débit des conférenciers, où vous pourrez poser des questions, commenter, approfondir certains sujets. Alors, il va y avoir 4 conférences, 4 présentations. La première porte sur le rehaussement de la participation à des enquêtes en ligne. Le conférencier est M. Louis-Robert Frigo. C'est un coordonnateur d'enquête dans le secteur de surveillance de l'état de santé à Montréal, de la Direction de la santé publique, de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Tout d'abord, merci à la communauté de pratique de m'avoir invité pour vous parler de trucs et d'astuces pour réussir une enquête de santé en ligne. Donc, je travaille à la Direction de santé publique et j'ai des responsabilités au niveau de la coordination des activités d'enquête de santé. Qu'est-ce que ça veut dire en santé publique, la surveillance de l'état de santé de la population? Bien, c'est ancré dans un mandat légal. Je vais y aller très rapidement.
le directeur de santé publique a le mandat légal de surveiller l'état de santé de la population. On a besoin de suivre dans l'espace et dans le temps divers indicateurs de santé, leurs déterminants au sein de la population générale. Donc, on est sur des grands ensembles de population. Et les enquêtes qu'on mène particulièrement à Montréal se veulent complémentaires à ce qui est déjà produit par notamment l'Institut de la statistique du Québec ou Statistique Canada, qui produisent, ces deux organismes produisent des données pertinentes pour la région de Montréal. Une des particularités de Montréal, puis une des particularités des travaux qu'on mène dans notre équipe, c'est d'essayer de produire autant que possible de l'information qui est précise à des échelles infrarégionales, donc sous-régionales. On considère, et bon, les données nous le montrent, que d'est en ouest, du nord au sud, en particulier à Montréal, il y a d'énormes variations. On prend un exemple, le tabagisme, ça va de 13 à 26 %, tout dépendant d'où on habite sur le territoire montréalais. Donc, la mission de notre équipe, c'est de produire aussi une information qui est pertinente à des échelles infrarégionales, ce qui n'est pas pris en charge ni par l'Institut de la statistique du Québec, ni par Statistique Canada. Ce n'est pas dans leur mandat. Je vous propose aujourd'hui, très rapidement, 2 études de cas. Grippe Montréal, ça date un peu. C'est un projet qu'on a réalisé, un projet Internet qu'on a réalisé dans le contexte de la grippe H1N1, donc c'est en 2009-2010, mais qui permet de mettre en relief, je dirais, certains trucs et astuces qu'on peut mettre de l'avant pour réussir une enquête en ligne. Celle-là, plus dans une perspective longitudinale. Comment est-ce qu'on retient, sur l'espace d'à peu près une demi-année, des répondants à qui on demande de participer à chaque semaine? Donc, une étude de cas. Et l'enquête Topo sur la santé des Montréalais qu'on a réalisée en 2012, qu'on commence maintenant, ou qu'on a commencé à diffuser là, au début 2014, auprès de 11 000 Montréalais. C'est une enquête réalisée sur un mode de collecte mixte, donc web et téléphonique. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler, je dirais, de dégager certains trucs et astuces qui nous ont permis de maximiser la participation dans cette enquête. Le défi des enquêtes en général, je pense que vous allez avoir 2 heures de workshop un peu plus poussé, donc dans la deuxième partie de la journée. Donc, je vais le passer assez rapidement. Mais en général, des échantillons représentatifs, on cherche à minimiser les biais, des biais qui reposent sur la couverture liée à la base de sondage, la non-réponse, les biais qui sont eux-mêmes liés à la mesure. Et on cherche aussi à réduire les coûts. Donc, des éléments qui ont déjà été évoqués comme grandes lignes directrices. Le défi des enquêtes téléphoniques, réduction de la participation, tous les enjeux qu'on a par rapport au téléphone cellulaire, la difficulté de rejoindre certains groupes, puis aussi la complexité du cycle d'une enquête, de la planification à l'élaboration du questionnaire, à l'échantillonnage, à la collecte, au traitement, à l'analyse, à la diffusion. C'est un cycle. Et si on est dans une perspective de santé publique où on doit être réactif, à titre d'exemple dans le cas d'une pandémie, c'est quelque chose qui prend du temps, qui coûte cher et qui traduit toujours une situation plutôt passée qu'actuelle. Donc, dans un système de surveillance, je dirais, continu, les enquêtes téléphoniques, ce n'est possiblement pas le meilleur outil. On les fait aussi, mais on a à explorer les possibilités qu'offre Internet pour réaliser des enquêtes beaucoup plus, je dirais, réactives. Des enquêtes en ligne qui ont des défis, bien évidemment, la base de sondage. Où est-ce qu'on va chercher nos adresses à partir desquelles on tire des échantillons probabilistes? En l'absence de liste complète de courriels, face à une couverture Internet qui n'est pas 100 %, donc il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, même si cette couverture augmente d'année en année, il reste encore des ménages non branchés. Et tout dépendant des thématiques qu'on analyse ou qu'on cherche à étudier, il peut y avoir plus ou moins de problèmes. Des travaux, ou du moins des enquêtes web sur les intentions de vote ont montré que dans certains cas, on arrivait à bien cibler. Dans d'autres cas, on tombe un peu à côté. Si on s'intéresse au commerce électronique, à la vente, au marketing, notre public est centré et que les objectifs sont centrés sur ces enjeux-là, les risques, par exemple, de certains biais compensent pour les gains qu'on peut faire pour guider certaines décisions. Dans le champ de la santé,
je dirais, c'est un peu, en bon français, c'est un peu touchy, parce qu'il y a des écarts dans l'accès Internet selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socio-économiques, qui sont intimement liées à la santé. Donc, si d'emblée, on part avec un échantillon ou une base qui est déjà biaisée, mais on traîne ces biais-là dans nos analyses. Et il y a l'enjeu de retenir l'intérêt des participants dans un contexte où on est bombardé. On reçoit des offres ou des propositions de participation à des enquêtes, mais on reçoit aussi des dizaines et des dizaines, sinon des centaines d'offres. Comment se démarquer dans cette offre et qu'est-ce qu'on a à donner en retour comme chercheurs, comme chercheurs à ceux et celles qui décident de faire un premier clic pour dire « je vais participer ». Grippe Montréal, suivre l'activité grippale en ligne dans le contexte du H1N1. On a des données administratives, ou du moins on avait et on a toujours des données administratives qui nous permettent de suivre, les gens qui fréquentent le système. Hein, ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils ont un prélèvement, ce prélèvement est analysé dans différents laboratoires, on a des confirmations, l'information nous revient. Et tout ça, ça nous parle du monde qui vont dans le système, ou du moins qui s'insèrent dans le système. On cherche à estimer la prévalence de maladies dans l'ensemble de la population, et donc y compris celles qui ne fréquentent pas le système. Et on a mené un ensemble d'enquêtes téléphoniques pour estimer ce nombre-là. Donc, à partir des enquêtes téléphoniques, on disait il y a environ 400 000 personnes à Montréal qui auraient été touchées par des symptômes associés à la grippe en 2009-2010, au moment de la pandémie. Ce que nos données administratives ne nous donnent pas. Nos données administratives nous donnent quelques dizaines de milliers de personnes, mais pas 400 000. Un système de surveillance en ligne pour estimer rapidement la prévalence, l'incidence de la maladie, ou du moins de certains de ses facteurs associés. Soutenir la prise de décision. On est dans un contexte, imaginons, de pandémie où on a à répondre rapidement. Et donc, on a besoin d'informations qui nous permettent d'agir, continuer, intensifier, arrêter certaines actions. Et aussi alimenter des activités de communication. C'est le temps de communiquer lorsqu'on est dans un contexte d'épidémie ou de pandémie, et on pensait que de travailler autour d'un système de surveillance en ligne, ça nous permettrait de mieux communiquer avec la population. Grippe Montréal, c'est quoi? En gros, c'est un échantillonnage non probabiliste, par boule de neige. On a fait de la promotion dans les médias. On avait un site web à la DSP. Et on arrive, après quelques jours, à avoir un échantillon de base d'environ 1000 ménages qui représente environ 2300 personnes. Chaque personne répond pour elle-même et pour les membres de sa famille. Ça a duré pendant 27 semaines avec, je dirais, pas trop d'attrition. Je n'irai pas dans le détail de la perte, mais elle suit à peu près, grosso modo, ce qu'on constate dans l'activité grippale. Moins il y a d'activité grippale, moins les gens sont intéressés à participer globalement. Qu'est-ce qu'on a fait pour encourager ou pour maintenir la participation? Donc, ce qu'on pensait être des bonnes pratiques. Un site web spécifique, une carte avec les participants. Je dirais un message ou des messages clairs qui invitent la participation. On n'a pas perdu, les gens ne se sont pas perdus dans un site trop complexe. KISS, Keep It Simple. De l'information sur la prévention, puis des relais vers les sites officiels, ce qu'on était dans le contexte obligé de faire. Un premier questionnaire d'inscription, simple. Il prend environ 3 minutes à répondre. Sur la composition du ménage notamment, et un questionnaire hebdomadaire, je dirais d'environ 20 secondes, qui prend environ 20 secondes. Et donc, il y avait on avait un rappel hebdomadaire demandant aux personnes inscrites de prendre 20-30 secondes pour participer une fois par semaine. Les questions étaient modulées, par exemple sur la vaccination. Si les gens avaient été déjà vaccinés, on faisait disparaître la question, alors c'était encore plus facile de répondre. Donc, c'était vraiment sur des éléments clés.
Et puisqu'on avait déjà l'information de base sur les caractéristiques sociodémographiques, on allait directement sur les symptômes associés à la grippe et la vaccination, qui étaient les deux questions qui nous intéressaient. Pour maintenir l'intérêt, 27 semaines à répondre à la même question, on pourrait, ça peut devenir un peu monotone. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait, nous, en retour, donner aux participants pour garder l'intérêt? Une cartographie minimalement des participants, des résultats hebdomadaires. Donc, ce qu'on pouvait produire une fois par semaine, c'est un point. Et donc, on produisait un point dans le graphique une fois par semaine avec un petit résumé de ce qui s'était passé la semaine précédente. Une manière, donc, de rendre presque en temps réel des résultats aux participants. Ce à quoi ils ne sont pas toujours habitués, mis à part aujourd'hui où tu peux répondre à un sondage, une question, puis tu vois en temps réel là où les gens sont rendus. Mais ces résultats-là étaient des résultats qui étaient ajustés, pondérés, validés. Et donc, on prenait quelques jours pour produire les résultats. Twitter, donc pour faire connaître l'enquête, l'évolution de la grippe, et faire des renvois vers la page Facebook et vers un blog. Donc, vous voyez, on est en 2009-2010. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. Blog, Twitter, Facebook, page web, des résultats presque en temps réel. On travaillait pratiquement jour et nuit. L'alimentation et le suivi de ces outils-là, à moins d'avoir une grosse équipe de communication, c'est énorme. Les gains, capables de suivre pendant 27 semaines la grippe. Donc, il y a à considérer les investissements. Par exemple, des blogs sur pourquoi répondre à toutes les semaines, quel est l'impact de la baisse de la participation sur les résultats, pourquoi on arrête de publier les résultats à un certain moment. Donc, il y a une forme de, je dirais, de pédagogie aussi qui vient avec le blog. Ça, c'est un schéma synthèse ou une figure synthèse. On a ici, tout en bas, ça, c'est nos registres administratifs. C'est ce que le ministère nous envoyait sur les cas confirmés, les gens qui se déplaçaient aux urgences. Et puis ensuite, on a Google Flu Trends, qui est le pourpre foncé ici. Donc, vous voyez, Google Flu Trends qui utilisait les mots utilisés dans les moteurs de recherche pour tracer une courbe de l'activité grippale. En bleu, il y a ce que les médias disaient, donc l'intensité de la nouvelle dans les médias. Et puis en rose, bien, il y a Grippe Montréal. Donc, on voit que Grippe Montréal atteint le pic en même temps que Google Flu Trends et une semaine avant que les laboratoires et que le système d'information administratif nous disent bien, le pic de la deuxième vague a été atteint. Donc, une semaine avant, on était déjà capable de dire c'est fini ou ça commence à descendre. Un système, ce qu'on retient, c'est qu'un système de surveillance en ligne, c'est complémentaire à d'autres sources de données. Ça ne le remplace pas. C'est utile pour détecter les hausses et les baisses. Donc, c'est plus économique que les enquêtes téléphoniques et ça réduit le temps nécessaire pour accéder aux données. Par contre, il y a des défis de représentativité, d'inférence statistique. La donnée qu'on produit, la prévalence qu'on produit, elle n'est pas du tout juste. Si on la compare à une autre donnée qui est celle des enquêtes téléphoniques qu'on a menées pendant presque 5 mois, donc de manière assez régulière. La production hebdomadaire est ultra exigeante et il faut presque avoir des ressources dédiées pour alimenter les médias sociaux. C'est très difficile de faire ça tout seul. Donc, d'un côté, des bonnes pratiques qui, on pense, contribuent à maintenir l'intérêt, mais en même temps qui sont aussi exigeantes en termes de ressources. Puis des ressources, c'est de l'argent. Fait que quand on regarde le poids, puis qu'on dit si on fait les choses sur le web, ça ne coûte plus rien, c'est pas vrai.
si on veut bien faire les choses, ça coûte encore. Je vais essayer parce qu'il doit me rester à peu près... Il me reste encore 20 minutes? Ah, OK. Je vais prendre de l'eau. Merci. Ça va jusque-là? Je n'ai pas proposé, là, si vous vouliez intervenir avant de sauter au deuxième cas. D'accord, donc je prends ça pour un continu. L'enquête topo, la population qui était visée, donc c'est les personnes âgées de 15 ans et plus, qui habitent ou qui vivent sur le territoire socio-sanitaire montréalais. C'est l'île de Montréal plus l'île Bizarre, l'île des Sœurs, c'est les 3 îles. Et j'ajoute qui vivent dans un ménage privé et qui sont inscrites au régime d'assurance maladie du Québec. Pourquoi? Parce que la base de sondage à partir de laquelle on a travaillé cette enquête-là, c'est la base de la RAMQ. La thématique de l'enquête, c'est une enquête générale de santé avec un topo plus clair ou plus fin sur les maladies chroniques et leurs déterminants. Quand on parle de déterminants, les grandes habitudes de vie, activité physique, alimentation, tabagisme, consommation d'alcool, qui nous permettent, enquête qui nous permet de faire un temps zéro, un état des lieux pour Montréal et ses sous-territoires. Pourquoi? Bien, pour guider encore une fois la planification, pour produire des estimations fiables à l'échelle et précises à l'échelle des 12 centres de santé et services sociaux. C'est le territoire socio-sanitaire de Montréal divisé en 12 C3S. Ça va changer. Le projet de loi 10 prévoit la transformation du réseau de la santé et notamment à Montréal, une transformation qui va faire passer de 12 C3S à 5. Donc, on va gonfler certains territoires, mais ce qui n'invalide pas, à moins d'avoir une indication du contraire, l'importance ou l'intérêt de regarder aussi ce qui peut se passer à l'intérieur des nouveaux CIS ou CIUS. Au total, 11 000 et des poussières répondants, donc environ 900 par territoire de centres de santé et de services sociaux. Le mode de collecte, web et téléphonique. Web et téléphonique, puis parce que j'ai 2 minutes de plus, ou quelques minutes de plus, un modèle de collecte mixte, multimode, qu'on a d'abord validé dans le cadre d'un projet avec l'ISQ. Donc, on a travaillé directement avec l'Institut de la statistique à qui on a proposé de mener en parallèle, ou du moins un projet d'exploration méthodologique, où on a mené en parallèle 2 enquêtes. Une enquête uniquement téléphonique et la même enquête au même moment, mais en mode multimode. Ce qui nous a permis de tester la faisabilité, quel genre d'effort supplémentaire est requis pour réaliser une enquête en multimode, et d'analyser plus finement la qualité des résultats produits dans les 2 modes de collecte. Sur la base des résultats du projet pilote, on a dit, nous, à Montréal, on se lance vers une enquête en mode mixte. Et l'ISQ se lance maintenant, actuellement, avec sa grande enquête sur la santé de la population québécoise, qui est aussi en partie en mode mixte. Donc, on s'est interinfluencé dans ce choix de méthodologie d'enquête. Une collecte web téléphonique, ça implique une multiplicité de questionnaires. Il y a au moins 4 questionnaires, web, téléphonique, anglais, français. Donc, on a 4 questionnaires. Il faut s'assurer de la correspondance des questions, qu'il n'y a pas de décalage, c'est les éléments plus techniques, mais aussi s'assurer que pour réduire les écarts qui pourraient exister entre le téléphone et le web, s'assurer que les questions qu'on pose sur le web et les choix de réponse qu'on donne à voir sur le web sont aussi entendus dans le contexte d'une enquête téléphonique. Donc, on a revu l'ensemble de la procédure de collecte, notamment de la collecte téléphonique, pour qu'elle soit le plus près possible de ce qui est disponible sur le web.
je veux juste mentionner la santé, c'est toujours sensible. Mais les questions de santé qu'on a posées, on pense qu'au téléphone ou sur le web, il ne devrait pas y avoir trop d'écart. On n'a pas de questions sur la sexualité qui pourraient, dans un mode ou dans un autre, là, être plus près de la réalité. Si on considère qu'il peut y avoir des biais de désirabilité sociale, si on est en face de quelqu'un. Mais bon, on pense qu'on a des questions qui s'appliquent assez bien aux deux contextes. L'invitation se fait par la poste. Et c'est le répondant qui choisit son mode de participation initial. On leur propose d'emblée de participer sur le web et vous le verrez, on a une procédure, des procédures de rappel pour leur rappeler qu'il y a une invitation de participer sur le web qui existe, qui leur a été proposée et ultimement, on peut compléter l'enquête aussi au téléphone. On a donc des relances téléphoniques, postales, courriels qu'on a testées et qui visaient à rehausser aussi les taux de participation. On a aussi déployé des activités de communication. Le premier, on a fait un exercice de branding ou d'image de marque. On a dit comment est-ce qu'elle va s'appeler cette enquête. On l'a appelée Topo. Ce n'est pas un acronyme, ce n'est pas le QM. On voulait quelque chose qui parlait tant en français qu'en anglais. Topo, c'est le territoire. Topo, c'est ce que véhicule, je dirais, assez centralement l'enquête. Et c'est aussi faire un topo. C'est une tranche qu'on fait sur la santé. C'est un bilan de santé des Montréalais à un moment donné. Donc, ça vient avec les logos, le visuel, etc. On a fait des relations médias, communiqués de presse, entrevues avec les journalistes, si on veut faire connaître l'enquête. Ce sont des stratégies qu'on a mis de l'avant. Stratégie médias sociaux, on a fait des vidéos qu'on a mis sur YouTube pour expliquer ce qu'impliquait la participation. Des petites vidéos de 2 minutes en anglais, en français, destinées à la population montréalaise, mais surtout aux personnes qui recevaient une invitation à participer. Une campagne Facebook assez ciblée sur le territoire montréalais. On a investi dans Google AdWords et on a aussi acheté un positionnement pour l'enquête Topo, pour s'assurer que quelqu'un qui avait reçu la lettre et qui disait Topo dans un moteur de recherche plutôt que d'aller taper je dirais l'adresse au complet, se retrouvait avec l'adresse pour accéder au site en début de page. On a développé un site web et des bulletins, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait avec GRIP Montréal, des bulletins qui informaient tant les participants que ceux qui pouvaient être invités à participer de l'avancement de la collecte. Un site web, je n'irai pas dans le détail. La seule chose, je participe, un bouton qu'on ne voit pas malheureusement ici parce que j'ai pris l'image après la fin de la collecte, mais un bouton qui se retrouvait ici, donc celui-ci, et qui était toujours au même endroit. Donc, quand on déroule la page, le bouton reste là et le bouton est sur toutes les pages. Parce qu'il y a une foire aux questions, il y a des bulletins, il y a le bouton, il y a une présentation sommaire de l'enquête. Donc, on a placé le bouton partout. Donc, quelqu'un qui obtenait l'information voulue dans la foire aux questions pouvait faire « Je participe ». N'avait pas besoin de revenir en arrière pour trouver le bouton. Donc, ça, c'est un bon truc. Des lettres d'invitation personnalisées. Ça, c'est l'image de Topo. Je n'irai pas dans le détail. La chaise est là. La chaise est dans le vidéo. La chaise, c'est une invitation à s'asseoir puis à compléter l'enquête. Elle est officielle, signée par le directeur, la directrice de santé publique, et elle est personnalisée. Elle s'adresse à M. Tremblay ou à Madame Untel. Donc, c'est clairement personnalisé. Et il y a un code d'accès aussi sécurisé là, qui est présent sur la lettre. La collecte, on l'a fait en 3 grandes vagues. Et chacun des pics, c'est au moment où on a lancé la vague. Ce qu'on retient, en fait, c'est dès qu'on envoie la lettre, ça prend 2-3 jours, pouf, ça monte au plafond. Et puis, qu'est-ce que ça fait après? Assez rapidement, dans l'espace d'une semaine,
ça commence à descendre. Donc, en rouge, c'est le web. En bleu, c'est ce qui est complété par téléphone, parce que les gens ont aussi cette possibilité de le faire au téléphone. Tout d'abord, c'est les gens qui appellent et disent « Moi, je veux le faire au téléphone, je ne veux pas le faire sur le web. » À partir d'ici, on fait une relance téléphonique, puis on leur dit « Vous pouvez toujours le faire sur le web. » Après ça, on fait une relance téléphonique où on focus sur le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de gens qui participent au téléphone. Même chose ici, même chose là-bas. Ensuite, des relances postales. Ensuite, des relances téléphoniques en leur disant qu'ils pouvaient encore le faire sur le web. Donc, une série de relances et des relances courriels pour les gens qui nous avaient fourni une adresse courriel. Donc, une collecte qui, 3 vagues, si on la sépare en 3, elles se ressemblent. Un pic au moment de l'envoi de l'invitation, une baisse, puis s'il n'y a pas d'autres invitations, ça baisserait jusqu'à disparaître. Donc, il faut trouver des moyens. Dans notre cas, on avait des adresses postales, donc on pouvait soit envoyer une lettre, soit appeler les gens. Donc, on avait cette information. Donc, on a pu recréer ou maintenir la participation sur une période de 9 mois. Il faut se donner du temps. Si on pense que ça se fait en 3 semaines, ce n'est pas vrai. Les enquêtes, le meilleur ami des enquêtes, toutes les enquêtes, téléphone et web, c'est le temps. Patience. Ça, c'est un bon truc. Une campagne Facebook, beaucoup de visibilité, mais du bruit. Ça n'amène pas les participants. Donc, l'écart entre les participants. Puis si on voit une campagne Facebook, puis en bleu, c'est les visites sur le site web. Donc, beaucoup de buzz au début. Puis ensuite, les personnes qui viennent sur le site web complètent l'enquête, essentiellement. Donc, il y a une grande convergence. Au global, dans une enquête, c'est donc une enquête en multimode, 56% des 11 000 participants ont complété sur le web. Ce n'est pas banal. Et l'écart de la participation sur le web va de 48% à 63%. Dans certains territoires, c'est 63% des répondants qui ont complété sur le web. Donc, il y a des disparités au niveau des disparités régionales, au niveau de la participation web. Je vais sauter toute cette partie des résultats. La présentation sera sur le site. Oui, donc fast forward. Des résultats qui montrent comment, lorsqu'on combine le web, les résultats web et téléphoniques, on se rapproche de ce qui est attendu. Et donc, on pense que notre échantillon est très représentatif dans la mesure où on a les 2 modes de collecte. Je n'abandonnerai pas aujourd'hui le téléphone dans le contexte d'une enquête comme celle-là. Dans 5 ans, dans 10 ans, on se reparlera. Mais actuellement, le mode web vient compléter le mode téléphonique, nous permet d'aller chercher des populations qui sont moins souvent participantes à des enquêtes de santé en général. Et voilà. Quand c'est possible d'accéder à une bonne base de sondage, l'image de marque, les communications, je dirais que ce qui est le meilleur investissement, c'est probablement Google AdWords pour donner de la visibilité à votre enquête pour quelqu'un qui en a entendu parler. Pour pas qu'il y ait à chercher sur la 3e page de recherche Google. Vous voulez donner de la visibilité, puis je pense que c'est un bon investissement en termes de rapport qualité-prix. Un questionnaire court. Le nôtre avait 23 minutes. Grippe Montréal avait 30 secondes. Donc, quelque part entre les deux. Mais tout dépendant du thème, les gens peuvent être aussi ouverts à contribuer de manière plus exhaustive. Tout dépend de la manière dont on présente les objectifs de l'enquête. Je pense qu'on a à pousser encore plus les limites, ou du moins les limites de l'outil web. Exploiter davantage ce que le web nous propose ou nous donne comme possibilité pour sortir peut-être des cadres des enquêtes traditionnelles telles qu'on est habitué à les faire. Simple sur le contenu du site web. Ne pas perdre les gens qui ont déjà fait ce geste ou ce premier pas d'aller sur le site web. Ils sont intéressés, ils sont accrochés. Perdez-les pas dans trop de contenu. Dites-leur que plus tard, vous allez les nourrir des résultats ou de certains résultats de vos travaux auxquels ils ont participé.
Le bouton « Je participe », toujours visible. Je ne referai pas des vidéos. Des relations de presse, les journalistes sont peu intéressés par le lancement d'une enquête, sont intéressés par les résultats. La campagne Facebook, bien qu'elle permet de géolocaliser des interventions puis de faire connaître une activité, à moins que tout le monde puisse participer, dans notre cas, ce n'était pas la meilleure option. Si vous cherchez à cibler pour amener un groupe d'individus sur votre enquête, il est possible, puis je pense que les gens qui sont ici aujourd'hui vont peut-être être plus clairs sur les possibilités à ce niveau-là. Puis encore une fois, AdWords, où il y a peut-être d'autres termes pour l'outil, ça a été un bon rapport qualité-prix. Les bulletins, c'est de la liaison avec des utilisateurs éventuels des données. Et donc, on maintient l'intérêt plutôt que de dire que je vais me faire couper. Vous verrez. Par contre, et je finis avec ça, une enquête en multimode, ça n'a pas montré que ça augmentait le taux de réponse. On le maintient. On maintient la chute, mais on va chercher des gens donc, qui participent moins traditionnellement aux enquêtes. Les plus jeunes, à Montréal, les anglophones dans les enquêtes téléphoniques sont moins nombreux à participer habituellement, puis les immigrants. Les immigrants sont très branchés et ont participé dans l'échantillon, je vous dirais, 35 % de l'échantillon est complété par des personnes d'origine immigrante, donc qui sont nées à l'extérieur du Canada. Les résultats combinés, web et téléphonique, s'apparentent à ceux d'autres enquêtes. Et on a réduit les coûts. Les coûts estimés versus les coûts en bout de parcours, c'est une baisse d'environ 33 %. Donc, le tiers, on a coupé du tiers le coût de la collecte. Merci beaucoup de votre attention.